Été 1998, dans les paisibles campagnes de Limoges. Les coqs chantaient sur les toits de chaume, saluant les premiers rayons d'un soleil timide. L'air sentait encore la rosée et le foin coupé, et tout semblait paisible, presque figé dans le temps. Mais soudain, un cri aigu d'enfant fendit le silence du matin, déchirant la quiétude comme un coup de tonnerre. Le cri provenait d'une maison de bois, au bout du chemin. À l'intérieur, une jeune femme d'une vingtaine d'années, Madame Lucie, reposait sur un lit, haletante, les traits tirés par la douleur et l'épuisement de l'accouchement. Son front perlait de sueur, mais ses yeux brûlaient d'un feu d'impatience mêlé d'inquiétude. « Où est mon bébé ? Laissez-moi le voir » murmura-t-elle d'une voix tremblante, presque suppliante. La sage-femme hésita, un silence pesant suspendu dans l'air. Puis, lentement, elle lui tendit un petit paquet enveloppé dans une couverture usée. Madame Lucie écarta doucement les tissus. Son souffle se coupa net. Son cœur sembla s'arrêter. Un petit garçon dormait paisiblement. Ses yeux, à peine entr'ouverts, étaient doux, innocents. Mais son visage portait une fente béante à la lèvre, son dos était voûté d'une étrange bosse, et une large tache sombre courait de sa joue jusqu'au cou. Devant cette image inattendue, le silence de la pièce devint assourdissant. Les pensées de Lucie s'emballèrent. Elle imagina les regards lourds, les jugements acérés des voisins, les murmures derrière les rideaux. Elle serra son bébé contre elle, le cœur brisé. À cet instant, la porte s'ouvrit. Monsieur Charles, son mari, entra, le visage illuminé d'espoir. Mais à peine posa-t-il les yeux sur l'enfant que ses traits se figèrent, ses pupilles se dilatèrent, son teint vira au gris. « Lucie, notre enfant » balbutia-t-il, la voix tremblante. « Qu'est-ce que » Les mots moururent dans sa gorge. Il tomba sur une chaise, le visage dans les mains, incapable d'affronter ce qu'il voyait. « Pauvre petit, dit la sage-femme à mi-voix, mais il faut être fort. Le monde ne sera pas tendre. » Ces paroles tombèrent comme une lame sur le cœur de Charles. 2 jours plus tard, la nouvelle s'était propagée comme une traînée de poudre. Le village tout entier chuchotait. Ce bébé, il est étrange, disait-on. Une malédiction ? Un mauvais karma ? Il faut s'en méfier. La mère de Charles, une vieille femme rigide et superstitieuse, s'exclama froidement. Cet enfant n'est pas normal. A-t-on déjà vu une telle chose dans notre famille ? Lucie, bouleversée, répondit. C'est mon fils, maman. Mais Charles, le regard éteint, contemplait l'enfant dans son berceau. Puis il tourna les yeux vers Lucie. Je ne peux pas, dit-il. Je n'y arrive pas. Le soir même, la maison baignait dans une lumière tremblante. Le silence pesait comme une chape de plomb. Lucie, écoute-moi, dit Charles d'une voix étranglée. Je ne veux pas faire ça, mais, réfléchis. Quelle vie aura-t-il ? Les gens le fuiront. Il sera moqué, rejeté. Personne ne voudra jouer avec lui. Je pourrais supporter cela, mais lui ? Les yeux de Lucie s'emplirent de larmes. Elle comprenait. Mais elle ne voulait pas comprendre. Tu as raison, murmura-t-elle. Mais... Charles serra sa main. Trouvons-lui un endroit. Un endroit où il aura une chance. Où il sera accepté. S'il te plaît. Les sanglots de Lucie s'étouffaient dans sa gorge. Au milieu de la nuit, alors que le hameau dormait sous les étoiles, Charles enveloppa leur fils dans une vieille serviette. Lucie, le cœur en miettes, serrait contre elle un PAN de sa robe pour ne pas hurler. Ils quittèrent la maison, à pas lents, et marchèrent dans la nuit jusqu'au petit temple au début du village. Le vent sifflait dans les haies, les chiens aboyaient au loin. Devant la porte du temple, Lucie s'agenouilla. Les mains tremblantes, elle souleva une dernière fois la couverture. Le bébé dormait encore. Ses petites lèvres s'entr'ouvraient, ignorant tout de ce qu'on lui ôtait. « Mon fils » sanglota-t-elle. Charles la tira doucement par la main. « Viens, Lucie » Elle secoua la tête, les yeux noyés. Mais finalement, elle se détourna. Le couple disparut dans la nuit, laissant derrière eux ce petit être recroquevillé dans le froid. À l'aube, les coqs chantèrent à nouveau. Le vieux moine de l'abbaye de Notre-Dame-des-Dombes ouvrit le portail pour entamer les prières du matin. Ses yeux s'arrêtèrent brusquement sur le petit paquet posé à terre. Il s'agenouilla, découvrit le nourrisson. « Mon Dieu » murmura-t-il. Il prit l'enfant contre lui, sentit son souffle faible, fragile.
Il alluma un feu, réchauffa le petit corps, découvrit la fente, la bosse, les taches. Ses yeux se remplirent de compassion. La nouvelle du bébé abandonné se répandit à nouveau. Certains villageois compatirent. D'autres, plus nombreux, secouèrent la tête. Le pauvre, mais quelle vie aura-t-il? C'est peut-être un châtiment divin. Louis, tel fut le nom que le moine lui donna. Simple, mais porteur d'espoir. Il pria pour que l'enfant devienne fort et ne se laisse pas briser par le destin. Mais le destin, lui, n'a jamais eu de pitié. Louis grandit au temple, entouré des moines et de quelques bénévoles bouddhistes. Il avait à manger, des vêtements propres, un toit. Mais il n'avait pas ce que son cœur réclamait, l'amour d'un père, la chaleur d'une mère. Chaque pleine lune, les enfants du village venaient avec leurs parents brûler de l'encens. Louis les observait de loin, les yeux brillants d'un manque sans nom. Qui étaient ses parents? L'avait-il un jour bercé? L'avait-il aimé, ne serait-ce qu'un instant? À 5 ans, Louis se regarda dans le miroir du petit bassin du temple. La fente était refermée, mais la cicatrice restait. Son dos restait voûté. Et cette tache sur son visage, il savait qu'elle ne partirait jamais. Les enfants du village l'évitaient. Son visage est bizarre, c'est un démon. Ne joue pas avec, c'est de la malchance. Au début, il ne comprenait pas. Mais peu à peu, les mots devinrent clairs. Il était mis à l'écart. Différent. Quand il s'approchait des groupes de jeu, les enfants s'éloignaient. Au marché, on le regardait de travers. D'autres baissaient les yeux, gênés. Un jour, une vieille femme murmura à un moine. « Tu devrais le placer dans un orphelinat de la ville. Ici, il dérange. » Louis entendit tout. Même jeune, il comprit, pour beaucoup, il était un poids. Il se referma sur lui-même. Il accomplissait ses tâches sans bruit, jouait seul, restait en marge. Jusqu'au jour où il rencontra Damien et Manon. 2 enfants du quartier, venus au temple avec leurs parents. Contrairement aux autres, Damien ne semblait pas effrayé. Manon, elle, lui offrait toujours un sourire franc. Un jour, alors que les enfants jouaient au cricket dans la cour, Louis les observait à distance. Damien le vit. Il lui fit signe. « Eh, viens jouer avec nous. » Louis resta figé. C'était la première fois qu'on l'invitait. Et à ce moment-là, pour la première fois, Louis sentit que peut-être, il n'était pas seul. Damien riait encore en jouant, quand un autre enfant cria soudain. « Tu es fou. C'est un monstre. C'est de la malchance de jouer avec lui. » Louis, figé, baissa les yeux. Les mots frappèrent son cœur comme des pierres. Mais Damien fronça les sourcils et répondit avec assurance. « Il n'a rien fait de mal. Il est comme toi et moi. Pourquoi ne le laisserais-tu pas jouer ?» Un silence gênant s'installa. Les autres enfants, ne sachant que répondre, firent demi-tour et s'éloignèrent. Damien se retourna vers Louis, lui sourit et l'attira doucement en arrière. Manon s'approcha à son tour, avec un sourire lumineux. Elle glissa délicatement un grillon dans la main de Louis et lui dit tendrement. « Choisis celui que tu veux. » Louis regarda le petit insecte, puis les 2 visages souriants de ses nouveaux amis. Son cœur, si souvent figé, se réchauffa étrangement. Pour la toute première fois de sa courte existence, il se sentit accepté, vu, reconnu. Damien et Manon devinrent ses seuls véritables amis. Mais même cette amitié précieuse ne suffisait pas à combler le vide immense qui habitait son cœur. Lors des grandes fêtes, les familles se rendaient au temple pour faire des offrandes. Louis observait ses amis rire et prier avec leurs parents, lui ne pouvait que les regarder de loin, tel un spectateur muet de leur bonheur. Un jour, Manon lui demanda doucement. « Où sont tes parents ?» Louis secoua la tête. « Je ne sais pas. Ils m'ont laissé au temple. » Les yeux de Manon s'écarquillèrent. Damien, à côté d'elle, devint soudain très sérieux. « Alors, si tu n'as pas de parents, Manon et moi, on peut devenir ta famille. » Louis sourit timidement, touché, mais au fond de lui, il gardait l'espoir qu'un jour, ses parents biologiques reviennent le chercher. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'il existe des blessures que le temps ne guérit jamais, et des êtres qui, une fois partis, ne reviennent plus jamais. À l'âge de 9 ans, un événement inattendu bouleversa à jamais le cours de sa vie. Ce jour-là, la pagode de l'abbaye de Notre-Dame des Dombes organisait une grande distribution de nourriture pour les plus démunis. Moines et bénévoles s'affairaient,
distribuant du riz, du pain et du lait. Louis, comme toujours, courait partout, transportant de petits sacs de riz, les remettant aux personnes âgées ou malades, sans jamais se plaindre. Parmi ceux venus recevoir de l'aide ce jour-là, se trouvait un couple d'âge mûr. L'homme, mince, la peau brunie par le soleil, portait les traces du travail, ses cheveux étaient parsemés de mèches argentées. La femme, vêtue simplement, dégageait une chaleur douce et réconfortante. C'était l'oncle Noël et la tante Laurence. Ils vendaient du pain au marché du quartier. Ils n'étaient pas riches, mais leur cœur débordait de bonté. Après avoir reçu leur part de riz, tante Laurence aperçut Louis. Elle s'arrêta, légèrement surprise. Le garçon avait une silhouette frêle, le dos un peu voûté, une tache de naissance sur le visage. Mais ce qui la frappa le plus, ce furent ses yeux, des yeux tristes, mais brillants d'une intelligence singulière. Oncle Noël le remarqua aussi. Il se tourna vers le moine et demanda d'une voix douce. « Maître, à qui appartient ce garçon ?» Le moine soupira profondément. Il a été abandonné à la porte du temple à sa naissance. Il n'a jamais connu sa famille. Personne n'a voulu l'adopter. Tante Laurence posa la main sur sa poitrine, submergée par une vague de tristesse. Il vit ici depuis toujours ? Oui. C'est un enfant bon, intelligent, mais le destin lui a été cruel. Même ici, il n'a jamais trouvé sa place. Et dehors, on se moque souvent de lui. L'oncle Noël et la tante Laurence échangèrent un long regard. Ils n'avaient jamais eu d'enfant, malgré des années de tentatives. L'âge avançant, ils avaient fini par accepter cette réalité, non sans douleur. Mais en cet instant, une pensée prit racine dans le cœur de tante Laurence. Elle regarda Louis, puis se tourna lentement vers son mari. L'oncle Noël hocha la tête, comme s'il lisait en elle. Il venait de prendre une décision qui allait transformer la vie de Louis pour toujours. Le lendemain, ils revinrent au temple avec une grosse miche de pain tout juste sortie du four et une boîte de lait frais. Louis était en train de balayer la cour. En les voyant, il releva la tête, intrigué. Tante Laurence s'avança, lui sourit et lui tendit la miche. « Tu as faim ? Prends, c'est sain et nourrissant. » Louis cligna des yeux, hésitant. Il n'était pas habitué à recevoir quelque chose, encore moins avec tant de douceur. Mais le regard de la femme était si chaleureux qu'il n'osa pas refuser. Il tendit la main, murmura. « Merci. » L'oncle Noël s'assit à côté de lui et lui ébouriffa tendrement les cheveux. « Dis-moi, tu aimerais avoir une maison ?» Louis leva les yeux, surpris. Tante Laurence prit la parole avec un sourire doux. « Nous ne sommes pas riches. Nous ne sommes que deux vendeurs de pain. Mais si tu veux, nous pouvons devenir tes parents. » Les yeux de Louis s'arrondirent. Une famille ? Était-ce réel ? Était-ce possible ? Il tourna la tête vers le moine, le regard noyé d'espoir. Le moine hocha lentement la tête, ému. Et c'est ainsi, après 9 années de solitude, que Louis connut enfin la chaleur d'un foyer. La maison de l'oncle Noël et de la tante Laurence, nichée au fond d'une ruelle, était modeste, mais accueillante. Chaque matin, une douce odeur de pain chaud embaumait l'air. Les cris joyeux, pain frais, pain croustillant, résonnaient dans le quartier. Au début, Louis restait réservé. Il n'était pas habitué à être entouré, aimé. Mais tante Laurence, patiente et douce, lui montra comment pétrir la pâte, lui peigna soigneusement les cheveux chaque matin, et lui apprit à écrire avec soin. L'oncle Noël, plus taciturne mais profondément attentionné, lui rapportait chaque soir un petit cadeau du marché, une goyave juteuse, un nouveau cahier, ou un crayon coloré. Une nuit, alors que Louis essayait maladroitement d'étendre un tapis pour dormir, tante Laurence entra dans la pièce. Elle posa doucement une couverture chaude sur son lit et dit en souriant. « À partir d'aujourd'hui, tu peux dormir confortablement. Tu n'auras plus jamais à te recroqueviller de froid. » Louis la regarda, les yeux brillants. Il serra la couverture contre lui, puis sans prévenir, sauta dans ses bras. « Maman ?» Tante Laurence, d'abord surprise, le serra fort en retour, les larmes silencieuses coulant sur ses joues. Louis avait enfin une vraie famille. Mais les blessures du passé ne disparaissent pas aussi facilement. Un jour, alors qu'il aidait sa mère à vendre du pain, il entendit 2 voisines chuchoter. « C'est un enfant adopté, non ? Pourquoi se donner la peine de prendre un gamin comme lui ? Oui, il a l'air gentil, mais son visage, c'est effrayant. Qui voudra jamais l'épouser ? » Louis sentit sa gorge se serrer.
Sa main trembla, serrant la miche de pain. Tante Laurence se retourna lentement, son regard dur et droit. Cet enfant est le mien. Et il vaut mieux que bien des adultes qui jugent sans cœur. Les deux femmes baissèrent les yeux, confuses, et s'éloignèrent sans un mot. Louis regarda sa mère, le cœur empli de gratitude. Pour la première fois, il n'avait plus peur. Quelle que soit la cruauté du monde, il avait une famille. Et cela valait plus que tout l'or du monde. Mais la vie restait semée d'épreuves. Le jour de la rentrée scolaire, Louis était nerveux mais excité. Il avait enfilé une chemise blanche toute neuve, un peu grande, et des sandales offertes par tante Laurence. Il se sentait prêt à conquérir le monde. Mais dès son entrée dans la classe, il sentit les regards. « Pourquoi son visage est comme ça ?» demanda un enfant. « On dirait un monstre. » gloussa un autre. Des rires, des chuchotements. Louis se figea. Le poids du rejet revint le frapper de plein fouet. Mais avant qu'il ne puisse fuir, Damien et Manon surgirent et se postèrent devant lui. « Pourquoi vous dites ça ?» s'écria Damien. « Louis est comme nous. » Et en cet instant, Louis comprit que, malgré les douleurs, malgré les regards, il n'était plus seul. Il avait une famille. Il avait des amis. Il avait une place dans ce monde. Louis avançait doucement dans la cour de l'école, le regard fuyant, tentant d'ignorer les ricanements. L'un des garçons, plus grand, lança d'une voix moqueuse « Oh, alors pourquoi t'es pas déformé comme lui ?» Les autres éclatèrent de rire, comme si la douleur d'un autre était un divertissement. Louis baissa la tête, le cœur serré. Il ne pleura pas. Non, pas une larme. Mais en lui, une douleur aiguë se propageait, comme un couteau qu'on retourne dans une plaie invisible. Ce soir-là, en rentrant chez elle, tante Laurence perçut immédiatement une différence. Le petit garçon qu'elle aimait comme un fils avait l'âme lourde. Elle le tira doucement vers elle et demanda d'une voix douce. « Louis, que s'est-il passé à l'école ?» Le silence s'installa quelques secondes. Puis la voix étranglée du garçon brisa l'air. « Maman, pourquoi je ne suis pas comme les autres ?» Tante Laurence s'arrêta, bouleversée. Elle connaissait cette question. Elle la redoutait. Elle l'enlaça tendrement et lui caressa le dos. « Louis, tu n'es peut-être pas comme les autres à l'extérieur, mais cela ne signifie pas que tu ne mérites pas d'être aimé. » Mais il continue de me regarder comme si j'étais une bête. Il se moque, tout le temps. « Alors, tu veux leur prouver quelque chose ?» demanda-t-elle doucement. Louis leva les yeux, confus. « Prouver quoi ? Que tu es plus fort que leur moquerie. Que tu n'es pas pitoyable, mais précieux. Différent, mais exceptionnel. » Louis ne répondit pas. Ce soir-là, il s'assit seul sous la lumière vacillante d'une lampe à huile. Il fit ses devoirs avec une concentration rare, déterminé à prouver qu'il avait de la valeur, que son apparence ne définissait pas son intelligence ni son cœur. Les jours passèrent, les moqueries ne cessèrent pas, mais Louis, lui, ne céda pas. Il travaillait plus dur que tous les autres. Dans cette classe où il était le plus silencieux, il devint celui que les enseignants commencèrent à remarquer. Ses résultats étaient impressionnants, ses devoirs toujours impeccables. Un matin, le professeur principal entra et déclara avec enthousiasme. « Nous allons organiser un examen de mathématiques à l'échelle du district pour les meilleurs élèves. Ceux qui souhaitent participer, inscrivez-vous. » L'effervescence gagna la classe. Louis, nerveux, serra son stylo. Il voulait participer. Il voulait montrer qu'il n'était pas seulement ce garçon au visage marqué, mais aussi un esprit brillant. Il se leva. Un autre garçon éclata de rire. « Lui ? Il veut passer l'examen ? Laissez-moi rire. » Mais cette fois, Damien, son seul ami, se leva aussi. « S'il concourt, je concourrai aussi. On verra bien qui est le meilleur. » Le professeur se tourna alors vers Louis, le regard doux. « Tu veux nous rejoindre, Louis ?» Le garçon inspira profondément, et hocha la tête avec fermeté. Le jour de l'examen arriva. En ce matin glacial de janvier, Louis était assis dans la salle, trempé de sueur. La feuille d'examen devant lui semblait immense, presque intimidante. Mais pour lui, ce n'était pas un simple test, c'était une chance. Une opportunité de prouver à tous et à lui-même qu'il n'était pas un accident de la vie. Il ferma les yeux un instant, puis commença à écrire. 3 heures plus tard, il sortit de la salle, vidé mais soulagé. Une semaine plus tard,
Les résultats furent affichés. Louis avait remporté le premier prix. La classe fut sidérée. Ceux qui s'étaient moqués de lui se turent. Louis, lui, ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Les chiffres parlaient pour lui. Avec son certificat en main, il courut chez lui. « Maman! J'ai gagné le premier prix !» s'écria-t-il, haletant. Tante Laurence, prise de panique en le voyant courir, s'arrêta net. « Que se passe-t-il, mon enfant ?» Louis lui tendit le papier. Elle lut, s'arrêta, les yeux embués. Puis elle le serra contre elle. « Je le savais. Mon enfant est brillant. » Louis enfouit son visage dans les genoux de sa tante, sentant une chaleur nouvelle se répandre en lui. Pour la première fois, il se sentait légitime. Il savait désormais qu'il pouvait faire de grandes choses. Et ce n'était que le début. À partir de cet instant, les enseignants prirent Louis sous leur aile. Un jour, un médecin nommé Dr Martin, venu donner une conférence, parla de son parcours, enfant pauvre devenu médecin respecté. Louis écoutait, fasciné. À la fin, il s'approcha. « Docteur Martin, est-ce que je peux devenir médecin, moi aussi ?» Le médecin le regarda, sourit et posa une main bienveillante sur son épaule. « Tu veux aider les autres comme moi? Alors essaie. Ne laisse jamais personne te dire que tu ne peux pas. » Depuis ce jour, Louis avait un rêve. Devenir médecin, pour aider les enfants comme lui. Il en parla à oncle Noël et tante Laurence. Ils l'écoutèrent avec attention. « Tu es sûr de ton choix ?» demanda l'oncle. Louis hocha la tête. « Je veux que plus aucun enfant ne se sente comme moi. Seul. Moqué. Brisé. » Tante Laurence posa la main sur celle de Louis, les yeux brillants. « Je crois en toi. » Mais hors du cocon familial, l'accueil fut plus rude. Quand ses camarades apprirent qu'il voulait devenir médecin, les ricanements revinrent. « Sérieux? Il veut être médecin? Quel malade voudrait être soigné par une chose pareille ?» Les mots furent violents. Cruels. Mais cette fois, Louis ne fléchit pas. Il se souvenait de la promesse, ne jamais laisser quelqu'un lui dire qu'il ne pouvait pas. Il étudia jour et nuit, refusant de se laisser abattre. À 18 ans, il passa le concours d'entrée à l'université. Les nuits blanches, les levers à l'aube, les moments de doute, tout convergeait vers ce moment. Dans la salle d'examen, il fixa le questionnaire. Il n'y avait plus de retour possible. Il prit une profonde inspiration, et écrivit. Quelques jours plus tard, assis devant l'écran de l'ordinateur, ses mains tremblaient. Il entra son numéro d'inscription. Son cœur tambourinait. Puis, le miracle. 28,75 points. Admis à l'université de la Sorbonne. Il resta figé. Puis des larmes coulèrent. « Maman, j'ai réussi. » Tante Laurence l'enlaça en pleurant. « Je le savais. Mon fils est extraordinaire. » Oncle Noël tapota son dos, la voix serrée. « Tu nous rends si fiers. » Ils pleurèrent tous ensemble, comme une famille qui venait de franchir une montagne. Mais le chemin ne faisait que commencer. À la Sorbonne, Louis découvrit un univers compétitif, rempli de jeunes issus de familles aisées. Lui, garçon de la campagne, au visage atypique, attira les regards et les chuchotements. Comment un garçon comme lui est-il entré ici? Et s'il devenait médecin? Qui oserait se faire soigner par lui? Ces murmures glissaient sur lui comme l'eau sur la pierre. Il n'avait plus peur. Il travaillait. Sans relâche. Pas d'argent pour des cours privés? Qu'importe. Il empruntait des livres, prenait des notes, étudiait du matin jusqu'à la nuit tombée. Il n'avait besoin de l'approbation de personne. Il lui suffisait de se prouver à lui-même qu'il en était capable. Lors de sa 3e année, il fut affecté à un hôpital parisien pour un stage. Un jour, un vieil homme arriva pour une consultation. En voyant Louis, il grimaça. « Quoi? C'est lui, le médecin? Avec cette tête-là? Je refuse d'être examiné par lui. » Le silence envahit la pièce. Gêné, Louis baissa la tête, tendit le dossier à un autre stagiaire, puis sortit sans un mot. Mais ce jour-là, il ne pleura pas. Il ne douta pas non plus. Parce que, désormais, il savait qui il était. Et il savait qu'un jour, ce même vieil homme regretterait de ne pas avoir vu au-delà du visage, pour reconnaître le cœur.
Dans sa petite chambre au mur pâle, Louis éclata en sanglots. Il pensait être endurci, habitué au regard pesant et au rejet, mais cette fois, c'était différent. Être écarté par un patient lui-même, sans même un mot, le ramenait brutalement à cette blessure jamais vraiment refermée. Il comprit alors que, malgré les années passées à construire son armure, la douleur du rejet restait vive, tranchante. Il s'était trompé. Il ne suffisait pas d'être bon. La société, encore aujourd'hui, n'était pas prête à accueillir une personne comme lui. Pendant un instant, il songea à tout abandonner. Quitter l'hôpital. Laisser tomber l'école de médecine. Renoncer. Mais le destin, ce jour-là, prit la voix du docteur Martin, celui qui, la veille, l'avait tant inspiré. Le téléphone vibra doucement sur la table. Louis hésita, puis décrocha. « Louis, comment vas-tu ? Pourquoi ne t'ai-je pas revu à l'hôpital ces derniers temps ?» Louis, la gorge nouée, resta silencieux un moment. Puis, dans un souffle à peine audible, il raconta tout, l'humiliation, la honte, la solitude. Le docteur Martin écouta attentivement, sans l'interrompre. Puis il sourit avec une douceur presque paternelle. « Tu sais, moi aussi j'ai connu cela, autrefois. » Louis, surpris, redressa légèrement la tête. « J'étais un enfant pauvre, méprisé parce que je ne pouvais pas payer les frais de scolarité, moqué parce que mes parents n'étaient pas médecins. Mais j'ai fait un choix, je ne les ai pas laissés me définir. J'ai laissé mes compétences parler à ma place. » Le silence de Louis fut une réponse plus éloquente que 1000 mots. « Louis, les gens ne te croiront peut-être pas au début. Mais si tu leur sauves la vie, alors, ils finiront par t'écouter. Par te voir. » Une lumière jaillit dans l'esprit de Louis. Il se rappela enfin pourquoi il avait choisi la médecine. Ce n'était pas pour briller, ni pour être applaudi, mais pour sauver. Sauver ceux qui souffrent. Qu'ils l'acceptent ou non, il les sauverait quand même. Le lendemain, Louis retourna à l'hôpital. Face à un patient réticent, il ne recula pas. Il garda son calme, expliqua la situation, proposa un plan de traitement clair, précis, professionnel. Le patient, d'abord méfiant, finit par percevoir en Louis une sincérité, un dévouement, une compétence indiscutable. Il hocha la tête. Il accepta. Ce fut le premier patient qui ne vit pas la différence, qui ne s'arrêta pas à l'apparence. Le premier à lui dire oui, sans détour. Ce jour-là, quelque chose changea en Louis. Ce fut le véritable tournant de sa vie. Il poursuivit son rêve, envers et contre tout, brisant les barrières du préjugé par la force tranquille de sa vocation. Il grandit. Il apprit à rester digne face au rejet. Il devint un médecin déterminé, respecté. Mais une douleur, elle, persistait. Celle de ne jamais avoir pu affronter ses parents biologiques. De ne jamais comprendre pourquoi. Et le destin, encore une fois, choisit de frapper. Ce soir-là, Louis venait de terminer une garde de 12 heures. Épuisé, les paupières lourdes, il s'apprêtait à quitter l'hôpital. Il pliait ses affaires lorsque son téléphone vibra. Un numéro inconnu. « Docteur Louis ? C'est urgent. Un accident de la route. L'homme est entre la vie et la mort. Nous avons besoin de vous, tout de suite. » Le cœur battant, Louis attrapa sa blouse et fonça vers les urgences. Sur la table d'opération gisait un homme d'une 50aine d'années, inconscient, le visage couvert de sang. Il n'y avait pas une seconde à perdre. Il jeta un œil au dossier, Charles, 50 ans. Il n'y pensa pas plus. La vie humaine passait avant tout. On commence. L'opération dura 5 longues heures. Louis enchaîna les gestes précis, concentrés, presque en transe. Pour lui, cet homme n'était ni un inconnu ni un ennemi, c'était un être humain, entre ses mains. Quand le cœur se stabilisa enfin, Louis ôta son masque, épuisé mais apaisé. C'est alors qu'une femme âgée, le visage ravagé par les larmes, entra en trombe dans la salle d'attente. Lorsqu'il la vit, Louis sentit son sang se glacer. Madame Lucie. Sa mère biologique. Elle s'arrêta net en croisant son regard. Elle le reconnut immédiatement. Un silence de plomb s'abattit. « Mon fils » balbutia-t-elle, tremblante. Louis sentit son cœur se serrer. Il était figé. « Louis, c'est toi, n'est-ce pas » souffla-t-elle. Il ne répondit pas. Pendant 25 ans,
il s'était posé 1000 questions, qui sont-ils? Ont-ils pensé à moi? Et si je les revoyais un jour, que ferais-je? Mais maintenant qu'il était face à elle, il ne ressentait rien. Ni haine, ni amour. Juste un vide immense. Dans la chambre, l'air semblait figé. Madame Lucie s'assit près du lit, tenant la main de Charles, l'homme qui l'avait abandonné. Celui que Louis venait pourtant de sauver. Elle leva les yeux, suppliant. Pendant toutes ces années, je t'ai cherché. Mais je ne savais pas comment t'affronter. Louis gardait le silence. Il ne savait s'il devait crier, pleurer ou partir. Est-ce que tu me détestes? Demanda-t-elle d'une voix brisée. Louis serra les poings. Autrefois, oui. Il se demandait, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi m'avoir rejeté? Mais aujourd'hui, il avait une famille. L'oncle Noël, la tante Laurence. Des amis. Des patients. Des êtres qu'il aimait pour ce qu'il était. Il n'était plus cet enfant brisé. Il inspira longuement, planta ses yeux dans ceux de Lucie et murmura. Je t'ai pardonné depuis longtemps. Mais je dois encore apprendre à me pardonner. Lucie éclata en sanglots. Mais cette fois, ce n'était pas seulement la douleur. C'était une délivrance. 3 jours plus tard, Charles ouvrit enfin les yeux. Il aperçut Louis. Ses lèvres tremblaient. Il tenta de parler, mais aucun mot ne sortait. Lucie s'approcha, prit la main de son mari et murmura. Charles, voici Louis. Notre fils. Un silence pesant tomba dans la pièce. Charles regarda Louis, les yeux rouges, pleins de honte. Je ne mérite pas cela, balbutia-t-il. Louis le fixait, impassible. Il voyait un homme fatigué, vulnérable, rongé par le regret. Il inspira doucement. Un médecin ne choisit pas ses patients. Et je n'ai pas choisi mes parents. Mais je vous ai sauvés, parce que c'est ce que je fais. Charles baissa les yeux. Une larme solitaire roula sur sa joue. Une douleur enterrée depuis 25 ans venait d'éclore. Après leur sortie de l'hôpital, Lucie et Charles tentèrent à plusieurs reprises de reprendre contact. Ils voulaient rattraper le temps perdu, retrouver leur fils. Mais Louis ne revint pas. Il avait déjà une famille. Une vraie. Une famille choisie, aimée, précieuse. Un jour, Lucie l'appela. Sa voix tremblait. Puis-je t'appeler maman? Louis resta silencieux. Longuement. Puis répondit doucement. J'espère que maman va bien. Et il raccrocha. Il ne leur en voulait plus. Mais il ne pouvait pas non plus revenir en arrière. Le passé était passé. Il avait choisi d'aller de l'avant. Les années passèrent. Louis devint un chirurgien plasticien renommé. Il redonna espoir à des centaines d'enfants nés avec des malformations. Il leur offrait ce qu'ils n'avaient jamais eu, une chance. Un jour, en sortant du bloc opératoire, il croisa un jeune garçon. Le petit, les yeux humides, évitait les regards. Sur son visage, une fente labiale. Comme lui, autrefois. Docteur, murmura-t-il, est-ce que je pourrais devenir normal un jour? Louis posa une main ferme sur son épaule. Tu n'as jamais eu besoin d'être comme les autres. Tu es déjà quelqu'un de spécial. Le garçon leva lentement les yeux. Puis un sourire timide éclaira son visage. Et Louis comprit. Son combat ne concernait plus seulement sa propre histoire. Il portait désormais la voix de tous les enfants oubliés, rejetés, perdus. Un dimanche matin, alors qu'il lisait les dossiers empilés sur son bureau, une infirmière entra doucement et posa une enveloppe jaune devant lui. « Docteur, quelqu'un vous a envoyé une lettre manuscrite. » Louis leva les yeux, intrigué. Il ne savait pas encore que ce simple courrier allait, une fois de plus, bouleverser son histoire. Un matin, dans le calme d'une journée ordinaire, Louis reçut une lettre. Il n'en recevait presque jamais. Cela le surprit. Lorsqu'il ouvrit l'enveloppe, il reconnut l'écriture tremblante. Une émotion enfouie remonta doucement en lui. C'était une lettre de Madame Lucie. « Louis, je sais que tu refuses tout contact avec nous, avec moi et ton père. Et je ne te demande pas de revenir. Mais je veux que tu saches que je ne t'ai jamais oublié. Chaque nuit, je me demande, si je t'avais tenu dans mes bras cette année-là, si je t'avais protégé au lieu de me détourner, ta vie aurait-elle été différente?
Je sais que je ne peux pas remonter le temps. Mais j'espère de tout cœur que tu vis bien, que tu sois capable de me pardonner ou non. Et merci, Louis. Merci d'avoir sauvé la vie de ton père. S'il n'avait pas eu d'enfant, il n'aurait probablement jamais eu cette chance de rédemption. J'espère qu'un jour, tu me laisseras te regarder longtemps, comme une mère aurait dû le faire il y a 25 ans. Ta mère. Lucie. Louis déposa la lettre avec lenteur. Ses mains tremblaient légèrement. Il ne ressentait ni colère, ni douleur. Juste un soupçon de regret. Une fragilité passagère. Toute la journée, il fut incapable de se concentrer sur son travail. L'image de cette femme, sa mère biologique, qu'il avait abandonnée, revenait hanter son esprit. Elle osait aujourd'hui lui tendre la main, demandant une rencontre. Devait-il accepter? Son ami de toujours, Damien désormais aussi médecin, le remarqua rapidement. Tu as l'air ailleurs, Louis. Qu'est-ce qui ne va pas? Louis lui tendit la lettre en silence. Damien la lut avec attention, puis resta longtemps silencieux avant de demander. Qu'en penses-tu? Louis soupira. Je croyais que j'étais prêt à pardonner. Mais maintenant, j'en suis plus si sûr. Damien hocha lentement la tête. Tu sais pourquoi tu hésites encore? Parce que, malgré tout, tu veux encore former une famille. Tu dis que tu n'as pas besoin de tes parents biologiques, mais en vérité, tu n'as jamais cessé de désirer leur reconnaissance. Cette vérité, simple et brute, frappa Louis en plein cœur. Alors, est-ce que j'ai vraiment pardonné? Ou est-ce que je fais juste semblant? Le lendemain, Louis prit une décision. Il saisit son téléphone, composa un numéro longtemps effacé de sa mémoire. Maman? Est-ce que je peux te voir? À l'autre bout du fil, un sanglot étouffé lui répondit. Madame Lucie pleurait. 3 jours plus tard, ils se retrouvèrent dans un petit café, perdu au bord d'une route. Elle était là, assise, vieillie, les cheveux grisonnants, le visage creusé de rides profondes. Quand elle vit Louis, elle se leva, tremblante. Louis? Il s'assit en silence. J'ai lu ta lettre, maman. Elle lui saisit la main, la voix étranglée par l'émotion. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Louis retira doucement sa main. Je ne suis pas venu pour des excuses. Je veux seulement comprendre. Pourquoi? Lucie baissa les yeux. Les larmes glissèrent doucement sur ses joues. À cette époque, j'avais peur. Peur du regard des autres. Peur que tu n'aies pas d'avenir. Peur que ma famille me rejette. Mais j'ai mis du temps à comprendre que la chose la plus effrayante, c'était que, je t'avais abandonné. Louis la fixa longuement. Puis il murmura. C'est peut-être tout ce que j'avais besoin d'entendre. Pas des excuses, mais une vérité. Il inspira profondément. Je te pardonne, maman. Elle éclata en sanglots. Mais Louis ajouta doucement. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Elle leva les yeux vers lui, douloureuse. Tu as déjà une famille. Oncle Noël et tante Laurence. Eux, ils t'ont aimé sans condition, sans jamais te juger. Elle hocha la tête. Elle comprit. Elle n'avait plus le droit d'espérer davantage. La rencontre se termina dans un silence paisible. Mais cette fois, lorsque Lucie regarda son fils s'éloigner, elle ne se sentit plus vide. Elle avait obtenu quelque chose de précieux, son pardon. À partir de ce jour-là, Louis se sentit plus léger. Il reprit son travail avec encore plus de dévouement, consacrant sa vie à aider les enfants atteints de malformations congénitales. Il voulait qu'aucun d'eux ne se sente jamais seul, comme lui l'avait été. Un jour, dans une petite clinique de campagne, il rencontra un garçon d'environ 7 ans. Il avait une fente labiale marquée. Son regard était empreint d'une profonde tristesse. Louis s'accroupit près de lui et demanda doucement. « Tu es triste, quand les autres se moquent de toi ?» Le garçon hocha timidement la tête. Louis sourit tendrement et lui tapota la tête. « Moi aussi, j'étais comme toi. Mais tu sais quoi? J'ai compris qu'on n'a pas besoin d'être comme les autres pour vivre une belle vie. » Les yeux du garçon s'illuminèrent d'un nouvel espoir. À cet instant précis, Louis comprit qu'il avait trouvé sa mission. Il n'était plus ce garçon abandonné. Il était devenu un homme capable de transformer les vies. Les années passèrent. Louis devint l'un des chirurgiens les plus reconnus dans son domaine.
Il redonna le sourire à des milliers d'enfants. Un jour, il reçut un message d'un numéro inconnu, « Je suis fier de toi ». Il sourit. Il ne répondit pas. Mais il ne supprima pas non plus le message. Certaines choses n'ont pas besoin d'être dites. Elles existent, simplement, comme des fragments de mémoire, des racines de notre identité. L'histoire de Louis n'est pas qu'un récit de pardon. C'est une histoire de renaissance, de choix, de destinée. Il avait décidé de se relever. Et c'est ainsi qu'il trouva le véritable sens de la vie. Mais cette histoire était-elle vraiment terminée? Un après-midi, alors qu'il travaillait à l'hôpital, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Il décrocha. Docteur Louis? Je suis le directeur du centre de chirurgie humanitaire, recommandé par Noël. Nous aimerions vous inviter à un projet très spécial. Quel projet? Un programme de chirurgie gratuite pour les enfants souffrant de malformations congénitales dans les zones reculées. Nous avons besoin d'un médecin expérimenté, mais surtout, d'un médecin capable d'inspirer. Louis resta silencieux. Il revoyait le petit garçon qu'il avait été, abandonné, rejeté, sans avenir. Il savait que d'autres enfants vivaient encore cette même douleur. Il n'hésita pas. J'accepte. Le projet débuta. Louis, accompagné d'une équipe de médecins, se rendit dans les régions les plus pauvres, là où une malformation signifiait presque une condamnation. Dans un village isolé, il rencontra Théo, un garçon souffrant d'une grave fente labiale et palatine. On le traitait de monstre. Il ne parlait plus. Il n'osait plus sortir. Il fuyait son reflet. La mère de Théo, en larmes, lui dit « Je veux juste que mon fils puisse sourire. » Louis regarda l'enfant. Ses yeux étaient ceux qu'il avait autrefois. Il posa doucement une main sur son épaule. « Est-ce que tu crois que tu peux sourire un jour ?» Théo secoua la tête, les larmes aux yeux. Louis sourit doucement. « Alors laisse-moi t'aider à y croire. » L'opération dura 3 heures. 3 heures où Louis mit tout son cœur, toute son âme. Ce n'était pas qu'une chirurgie. C'était la possibilité de changer un destin. Quand Théo se réveilla, il toucha ses lèvres, les yeux agrandis par la surprise. Sa mère l'enlaça, pleurant de bonheur. Louis, ému, dit « Tu sais pourquoi tu peux sourire maintenant ?» Le garçon, encore confus, leva les yeux. Louis posa une main sur sa poitrine. « Parce que tu as osé croire en toi. » Et pour la première fois de sa vie, Théo sourit. Louis avait accompli ce qu'il aurait tant voulu qu'on fasse pour lui. Son programme se répandit. Des centaines d'enfants furent opérés gratuitement. Ils retrouvèrent leur sourire, leur espoir. Mais le plus important, c'est que grâce à Louis, ils avaient trouvé quelqu'un qui croyait en eux. Et peut-être, est-ce là, la plus belle guérison. L'héritage de Louis, un cœur qui répare le monde. Avec le temps, les regards que les gens portent sur les enfants différents ont profondément évolué. Autrefois, une malformation congénitale était perçue comme une malédiction, une punition divine ou un signe de malchance. On cachait ces enfants, on les murmurait à demi-mot. Mais aujourd'hui, grâce à des âmes comme celle de Louis, ces différences ne sont plus des fardeaux, mais des défis que l'on peut affronter avec espoir. Un jour, un parent s'approcha de Louis, le cœur tremblant, la voix chargée d'émotion. « Docteur, sans vous, j'aurais peut-être caché mon enfant toute ma vie. Mais maintenant, je comprends qu'il n'a jamais été en faute, et moi non plus. » À cet instant, Louis comprit que ce qu'il laissait derrière lui allait bien au-delà des opérations chirurgicales réussies. Il ne s'agissait pas seulement de réparer des corps, mais bien de transformer des mentalités, d'ouvrir les cœurs d'une génération à une nouvelle façon de voir. Lorsque le programme de chirurgie gratuite fit une pause temporaire, Louis ressentit le besoin de retourner là où tout avait commencé, au temple de l'abbaye de Notre-Dame des Dombes, ce lieu sacré où son histoire avait pris racine. Le bâtiment n'avait pas changé, figé dans le temps, mais lui, il avait grandi, mûri, transformé. Il s'agenouilla devant l'autel où le vieux moine qu'il avait autrefois recueilli priait autrefois. Une simple phrase franchit ses lèvres, empreinte d'une profonde gratitude. « Maître, je l'ai fait. » Mais il savait aussi que ce n'était pas une fin, juste un nouveau départ. Car des milliers d'enfants à travers le monde avaient encore besoin de quelqu'un comme lui, quelqu'un qui leur dise « Tu mérites d'être aimé ». Les années passèrent, et l'histoire de Louis, cet enfant abandonné devenu chirurgien et porteur d'espoir, se répandit bien au-delà des murs de l'hôpital. Un jour,
un jeune étudiant en médecine lui demanda timidement. Docteur Louis, qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'ici? Louis sourit doucement, comme on sourit à un reflet ancien de soi-même. Parce que j'ai choisi de croire que même ceux qui ont été rejetés peuvent apporter de la valeur à ce monde. L'histoire de Louis ne parle pas seulement de pardon. Elle parle d'espoir, de transformation, de résilience. C'est le récit de celui qui, au lieu de laisser la douleur l'engloutir, en a fait un moteur pour changer le monde. Grâce à ses efforts constants, Louis ne devint pas seulement un excellent chirurgien, il créa aussi New Smile, un programme de chirurgie reconstructive gratuite pour les enfants atteints de malformations congénitales. Des centaines, puis des milliers d'enfants purent sourire, jouer, vivre avec fierté. Mais le plus beau cadeau que Louis ait offert à ce monde, c'est d'avoir changé la perception même du handicap dans la société. Et son œuvre continua de vivre au-delà de lui. Ceux qui l'avaient aidé, devenus adolescents ou adultes, souhaitaient à leur tour tendre la main. Un jour, Louis reçut une lettre de dos, un ancien patient né avec une fente labiale. Cher docteur Louis. À Noël dernier, grâce à vous, j'ai pu sourire pour la première fois sans honte. Grâce à vous, je n'ai plus peur de me montrer au monde. Aujourd'hui, je suis diplômé du lycée. J'ai été admis à la Sorbonne. Je veux devenir médecin. Je veux, comme vous, aider d'autres enfants comme moi. Merci de croire que je méritais une vie meilleure. Quand je deviendrai médecin, j'espère marcher à vos côtés. En lisant ces mots, les mains de Louis tremblèrent. Sa gorge se serra. Il comprit qu'il avait lancé une vague. Pas seulement une guérison. Un mouvement. Une génération prête à reprendre le flambeau. Un autre jour, alors qu'il travaillait à la clinique, la porte s'ouvrit. Une femme d'âge mûr entra. Il la reconnut immédiatement. Madame Lucie. Sa mère biologique. Elle était vieillie, plus mince, mais ses yeux, eux, brillaient d'une clarté nouvelle. Elle hésita, puis posa un dossier sur la table. Louis, je ne viens pas te demander pardon. Je viens, pour t'aider. Louis fronça les sourcils, surpris. J'ai passé ces dernières années à faire du bénévolat. J'ai vu tant d'enfants abandonnés, comme toi, à l'époque. J'ai voulu faire quelque chose. Voici une petite contribution. Il ouvrit le dossier. À l'intérieur, une liste d'enfants atteints de malformations congénitales, accompagnée d'un don important. Il leva les yeux. Madame Lucie n'était plus cette femme effrayée et rongée par les regrets. Elle avait changé. Louis esquissa un léger sourire, empli de douceur. Merci, maman. 3 mots. Simples, mais porteurs de tout un chemin. Du pardon, de la guérison, du lien retrouvé. Un mois plus tard, Louis réalisa l'opération la plus importante de sa vie. Non pas à cause de sa complexité médicale, mais à cause de ce qu'elle représentait, l'enfant à opérer lui ressemblait trait pour trait dans son passé. Pauvre, défiguré, rejeté. Avant l'intervention, la mère de l'enfant, bouleversée, murmura. Je ne sais pas si j'aurai la force de l'élever. J'ai peur qu'il souffre trop. Louis lui prit la main. Ses yeux plongèrent dans les siens. J'étais comme lui. Moi aussi, j'ai été abandonné. Mais aujourd'hui, je suis ici. J'ai grandi, j'ai trouvé ma voie. Ne laissez pas la peur vous priver d'un futur que vous regretteriez de ne pas avoir vécu avec lui. Vos enfants méritent un avenir. La femme éclata en sanglots. L'opération fut un succès. Lorsque le petit Tung se regarda dans le miroir, un large sourire illumina son visage. À cet instant, Louis sut, il n'avait pas seulement changé une vie, il avait changé le monde. Les années passèrent. Louis devint l'un des chirurgiens les plus respectés. Pourtant, ni la gloire, ni l'argent ne l'intéressaient. Il poursuivait son œuvre, sillonnant les villages reculés, cherchant les enfants oubliés. Un jour, dans un hameau perdu, une fillette tira sur sa main. « Oncle Louis, viens voir. » Il la suivit. Au loin, une vingtaine d'enfants riaient, jouaient. Tous avaient un point commun, ils avaient un jour été opérés par lui. Ils étaient désormais confiants. Épanouis. Heureux. Louis sourit. Ce sourire discret, presque intérieur. Il savait qu'il avait accompli ce pourquoi il était né. Il n'était plus l'enfant abandonné d'hier. Il était devenu l'homme qui avait changé la vie de milliers d'autres. Non pas par richesse ou renommée, mais par une seule chose, la bonté.
Quelques années plus tard, un journaliste se rendit auprès de lui pour écrire son histoire. « Docteur Louis, comment avez-vous réussi à traverser tant d'épreuves pour arriver jusqu'ici » Louis sourit légèrement. « Parce que je crois que, même ceux qui ont été abandonnés, s'ils en ont la chance, peuvent changer le monde. » Le jour où il fut invité à donner une conférence lors d'un grand séminaire médical sur la chirurgie reconstructive et les valeurs humanistes, la salle était comble. Médecins, étudiants, parents, enfants. Tous attendaient. Louis monta sur scène. Il n'avait ni notes ni discours rédigés. Il s'arrêta simplement, observa l'assemblée et dit doucement. « J'étais un enfant abandonné. » Le silence fut total. Puis, lentement, il raconta. Son enfance. La douleur. Le rejet. Mais aussi la renaissance. Le pardon. Le choix d'aimer. De guérir. D'inspirer. Il n'était plus simplement un médecin. Il était devenu une lumière. Un symbole. Une réponse à la douleur du monde. Et ce jour-là, une nouvelle génération se leva pour suivre ses pas. Dans une salle comble, baignée d'un silence sacré, les mots de Louis résonnaient avec une intensité rare. Il ne cherchait ni la pitié ni les acclamations. Il racontait. Il partageait. Il offrait son vécu, brut, sans phare, comme une offrande à tous ceux qui doutaient encore de leur propre valeur. Il évoqua ce jour où, pour la première fois, un patient refusa d'être soigné simplement à cause de son apparence. Une ombre traversa la salle. Quelqu'un, au fond, essuya timidement ses larmes. Ce n'était pas de la tristesse, mais une douleur silencieuse mêlée à la reconnaissance. Puis, Louis parla de ses retrouvailles avec ses parents biologiques. Il raconta sa décision, mûrie dans les tréfonds de son âme, pardonner, mais ne pas revenir. Cette décision déchirante mais nécessaire provoqua des hochements de tête compréhensifs. On ne peut pas toujours revenir en arrière, mais on peut avancer, apaiser. Et puis, il évoqua Do. Le petit garçon qu'il avait opéré, autrefois malade et fragile, devenu à son tour médecin. Ce jeune homme qui, inspiré par Louis, avait choisi de consacrer sa vie à aider les autres enfants comme lui. À cet instant précis, toute la salle éclata en applaudissements. Des applaudissements sincères, puissants, prolongés. Comme un cri du cœur. Louis sourit, les yeux embués de chaleur. Il leva doucement la main et dit, la voix tremblante d'émotion. Je ne raconte pas mon histoire pour chercher la pitié, ni même l'admiration. Je la raconte pour que chacun comprenne ceci, chaque personne, peu importe ses différences, a de la valeur. Personne n'est parfait, mais chacun peut choisir comment il vit. Nous pouvons décider de la façon dont nous faisons face à l'adversité. Et, plus important encore, nous pouvons choisir comment nous traitons les autres. Il fit une pause. Le silence qui s'ensuivit était dense, vibrant. Puis il ajouta doucement. La compassion n'est pas un don inaccessible. Ce n'est pas un miracle. C'est un choix. Choisissez d'aimer au lieu de juger. Choisissez de tendre la main au lieu de détourner le regard. Et alors, quelque chose de magnifique se produisit. Toute la salle se leva d'un même mouvement. Des applaudissements éclatèrent de nouveau, mais cette fois, accompagnés de larmes visibles sur de nombreux visages. Des larmes de transformation. Louis avait touché leur cœur. Il n'avait pas seulement raconté une histoire. Il avait semé une graine. Plus tard, ce soir-là, alors que Louis regagnait son bureau, fatigué mais le cœur léger, il découvrit une lettre. Une enveloppe simple, sans prétention. L'expéditeur ? Monsieur Charles. Son père biologique. Avec des mains légèrement tremblantes, Louis l'ouvrit. À l'intérieur, une simple feuille, mais chaque mot y était gravé comme s'il portait tout le poids d'une vie. Fils. Aujourd'hui, j'étais là. Je me suis assis au fond, en silence, et je t'ai écouté raconter ta vie. Pour la première fois, je t'ai compris. Je ne t'écris pas pour te demander de revenir. Je ne suis pas certain de mériter cela. Je veux juste que tu saches que je suis fier de toi. Fier de l'homme que tu es devenu, malgré moi. Malgré tout. J'ai échoué à être ton père, mais tu m'as appris les 3 leçons les plus importantes de ma vie. Que chacun peut changer. Que le courage commence par l'acceptation. Et que le pardon est plus fort que la honte. Continue ton chemin, mon fils. Ton père. Charles.
Louis reposa lentement la lettre, les yeux brillants, mais le cœur apaisé. Il n'avait jamais attendu d'excuses. Il n'en avait jamais exigé. Ce qu'il venait de lire suffisait. Son père l'avait enfin compris. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour guérir une vie entière. Les années passèrent. Louis, désormais chirurgien renommé, sortait d'une énième salle d'opération, satisfait du succès de l'intervention. Dans le couloir, un jeune homme l'attendait, vêtu d'une blouse blanche immaculée. Louis sourit doucement. Théosa. Alors, comment s'est passée ta première intervention? Le jeune homme, les yeux brillants d'une énergie neuve, répondit avec une assurance tranquille. Très bien, professeur. Le patient s'est réveillé, et m'a souri. Louis hocha la tête, satisfait. Une lueur douce dans le regard. Ce garçon n'était pas simplement un médecin de plus. Il représentait la continuité. La preuve vivante que Louis n'était plus seul sur ce chemin. Une génération entière de jeunes médecins, nourris par les valeurs qu'il avait incarnées, s'avançait désormais avec foi. Non seulement pour guérir les corps, mais pour soigner les âmes. Et c'était là son véritable héritage. Un jour, une jeune étudiante en médecine se présenta timidement dans son bureau. Elle tenait un carnet dans les mains. « Docteur Louis, dit-elle, j'aimerais écrire un article sur votre vie, mais je ne sais pas quel titre lui donner. Avez-vous une suggestion ?» Louis resta un instant pensif, un léger sourire sur les lèvres. Puis, d'une voix posée, il répondit. « Appelez-le, l'enfant abandonné qui est devenu le guérisseur du monde. » L'étudiante nota avec soin. Puis, levant les yeux, elle demanda avec curiosité. « Pensez-vous que votre histoire est terminée ?» Louis regarda par la fenêtre. Le soleil se couchait lentement, teignant le ciel d'ocre et d'or. Un vent léger faisait frémir les rideaux. Il répondit doucement, presque en murmurant. « Non, cette histoire ne finira jamais. Car l'amour et la bonté n'ont pas de fin. » Il se leva, regardant au loin, là où l'horizon semblait rejoindre l'infini. Cette histoire continuera à se transmettre, d'homme à homme, de cœur à cœur. De génération en génération. Comme la lumière d'une bougie qu'on allume sans éteindre la précédente. Un simple garçon, autrefois abandonné, a trouvé sa propre valeur. Et cette lumière qu'il a découverte, il l'a transformée en un flambeau qui éclaire désormais le chemin de tant d'autres. Car au fond, Louis avait choisi. Il avait choisi de pardonner. Choisi de s'élever. Choisi d'aimer, envers et contre tout. Et surtout, il avait choisi de transformer sa propre douleur en source d'espoir pour le monde. Et c'est ainsi que se termine ou plutôt, que commence l'histoire d'un enfant rejeté devenu lumière. Un homme ordinaire, au cœur extraordinaire, qui avait compris une chose essentielle, la vraie médecine commence là où s'arrête le bistouri, dans l'âme.